mademoiselles. Voici les textes sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Il s'agit donc de notre séquence numéro 3 dédiée à la poésie. Et plus particulièrement, nous étudierons le poème Saltimbanque d'Apollinaire. Donc le poète qui va nous intéresser aujourd'hui s'appelle Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, c'est un poète du XXe siècle. Vous voyez la date qui est écrite juste en dessous du texte, 1909. Alors Guillaume Apollinaire, c'est un des poètes qui a vraiment marqué son époque, puisqu'il fait partie des poètes qui ont vraiment caractérisé le surréalisme. Alors le surréalisme, voilà une notion importante. Le surréalisme, c'est un mouvement artistique et esthétique du XXe siècle, qui est le fruit donc, de la psychanalyse et des avancées scientifiques et de la découverte de l'inconscient humain. Ce qui est amusant à constater, c'est que c'est effectivement Guillaume Apollinaire qui a inventé ce mot. C'est lui qui a défini donc cet important mouvement du XXe siècle, et pourtant, pendant toute sa carrière, il a refusé catégoriquement que l'on puisse le qualifier lui-même de surréaliste. Il a donc développé une voie tout à fait indépendante par rapport aux autres grands surréalistes que furent Breton pour la littérature, Salvador Dali pour la peinture, Louise Buñuel pour le cinéma et bien d'autres. Ce poème est extrait d'un recueil qui s'appelle Alcool. Alors, n'y voyez pas là une allusion à un alcoolisme quelconque, ce n'est pas le problème. Il s'agit sans doute d'une allusion à l'ivresse, d'une allusion à tout ce que la poésie peut entraîner, de rêve, de délire et de pensée au-delà donc de la réalité, puisque en fervent surréaliste, Apollinaire s'est intéressé à l'inconscient, au rêve et à tous les états, donc en dehors de la volonté, où une créativité pouvait s'exprimer. Alors je vous propose tout d'abord que nous fassions une lecture de ce poème pour le découvrir. On s'intéressera à quelques aspects linguistiques pour vous aider dans la compréhension de ce poème, et puis ensuite nous essaierons d'en dégager une analyse littéraire. Commençons par une lecture. Je vous invite à prendre la 4e page de votre poly pour que vous puissiez trouver le texte. Vous voyez, il est juste là. Voilà. Saltimbanque. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des poireaux carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Voilà, un poème donc tout à fait classique de la poésie française. Alors je vous invite à observer un petit peu le vocabulaire qu'il peut y avoir dans ce texte. Je ne sais pas, des mots par exemple, pour ce qui est du vocabulaire qui pourrait poser quelques problèmes. Le mot baladin par exemple. Alors c'est intéressant parce qu'on va trouver là la même racine que le mot balade. Alors une balade, ça signifie à la fois, il y a l'idée donc du voyage. Le baladin, c'est quelqu'un qui se promène, c'est quelqu'un qui chemine. Mais une balade, c'est également une chanson. Ces deux mots suffisent
va vous donner le sens du mot baladin. Un baladin sera une sorte de troubadour. Ce sera quelqu'un qui ira de village en village pour chanter ses chansons, pour proposer son spectacle. Vous retrouvez donc la double idée, celle du voyage et celle de l'artiste. Voilà, je crois, pour ce premier mot. À la troisième ligne, j'attire votre attention sur le mot lui, L''H-U-I-S. Est-ce que vous connaissez ce mot, mademoiselle, lui? Je vois que c'est un mot rare et qui peut être difficile à comprendre. En fait, lui, attention que vous ne confondrez pas avec lui. Le pronom qui sert à désigner un homme, ce n'est pas moi, c'est lui. Ici, lui, c'est un mot que vous retrouverez dans le mot l'huissier. Un huissier, je vous souhaite de ne jamais en fréquenter, c'est celui qu'on envoie chez vous quand vous n'avez pas payé vos factures. L'huissier va venir, c'est une personne assermentée, qui va venir ouvrir votre porte, même si vous ne lui donnez pas les clés, qui va forcer la porte pour saisir vos biens et payer vos factures en vendant ce que vous possédez. Donc un huissier, c'est quelqu'un qui est capable de faire ouvrir les portes pour recouvrer une créance. Donc, lui, ce mot-là, il s'agit bien d'un vieux mot français pour désigner la porte. Je reprends le sens de la phrase. Devant lui des auberges grises, il s'agit donc, il faut comprendre, devant les portes des auberges grises. Voilà. Ensuite, je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots, sauf peut-être, oui, le mot saltimbanque. Alors, un saltimbanque. Voyez-vous, nous ne sommes pas loin du baladin que j'avais évoqué précédemment, sur la droite du tableau juste là-bas. Il y a un point commun entre le saltimbanque et le baladin, c'est leur côté nomade. C'est le fait que tous deux vont voyager. Seulement, je vous disais que le baladin faisait davantage référence à la chanson. Alors que si nous considérons le saltimbanque, nous serons dans un autre domaine. Regardez tout à la fin du texte, juste là, tout à la fin. Vous trouverez ici les accessoires qu'utilisent les saltimbanques, des pois ronds et carrés, des tambours, des cerceaux dorés, et ils sont également accompagnés par un ours et un singe, ce qui nous fait bien sûr penser au cirque, bien sûr. Ce sont donc des artistes de cirque. Donc, le saltimbanque aura comme point commun avec le baladin le voyage, mais en ce qui le concerne, son art sera celui du cirque. Et c'est pourquoi vous retrouvez à la fin du texte les accessoires et les animaux. Je crois que pour comprendre ce texte, avant même d'entrer dans son commentaire littéraire, nous pouvons nous intéresser aussi aux temps qui sont utilisés dans ce texte. Je relis les deux premiers vers, si vous voulez bien. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Où est le verbe dans tout ça? Le verbe, c'est-à-dire ce qui caractérise l'action. Bien sûr, il s'agit de s'éloigne. Les baladins s'éloignent. Nous sommes là à l'indicatif présent et nous sommes à la troisième personne, puisque le sujet, eh bien, il s'agit des baladins au pluriel, ils sont au singulier au tableau, mais au pluriel, bien sûr, dans notre texte. Si je conjugue ce verbe, pour vous rappeler la conjugaison à l'indicatif présent, donc du verbe s'éloigner, cela va donner la chose suivante. Rappelez-vous, mademoiselle, les différentes personnes de la conjugaison française. Je, tu, il,
S ou elle avec un S. Nous sommes donc ici à l'indicatif présent. Si je conjugue le verbe s'éloigner, veuillez conjuguer avec moi, bien sûr, je m'éloigne. J'attire votre attention sur la terminaison, E, première personne, ainsi que sur le pronom. Il s'agit du verbe s'éloigner. Tu t'éloignes. ES. Il, elle s'éloigne. E à nouveau. Attention, mais ce n'est pas le même pronom. Nous éloignons. Vous éloignez. Il ou elle s'éloigne. Avec la terminaison ENT caractéristique du pluriel et le pronom réfléchi, S' pour il ou elle. Vous constaterez que l'ensemble de ce texte est conjugué à l'indicatif présent. Regardez à la ligne 2, donc s'éloigne, premier verbe. Si vous regardez un petit peu plus bas, début de la deuxième strophe, vous trouvez ici les enfants s'en vont. C'est le verbe s'en aller. Les autres suivent. Chaque arbre fruitier se résigne. Quand de très loin ils lui font signe, le verbe faire signe. Enfin, ils ont des pois moins carrés et les animaux quêtent des sous. Voilà. Donc, un texte à l'indicatif présent qui nous donne l'occasion de réviser cette conjugaison, et puis un contexte qui est celui donc du baladin, de l'artiste qui traverse un village. Voilà, je crois que ces éléments grammaticaux peuvent suffire à la compréhension. Je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, de passer à une étude plus littéraire du texte. Voilà, je vais remettre le titre du texte. Et je vais vous proposer, pour aborder ce texte, eh bien, de le faire en deux temps. Je crois que ce poème, et c'est l'angle d'éclairage que je voudrais apporter, comporte vraiment deux aspects intéressants et complémentaires. Le premier aspect, c'est donc les saltimbanques. Nous commencerons par le titre. Et ces saltimbanques, ce seront des figures, des symboles de l'artiste marginal. Est-ce que vous connaissez ce mot, mademoiselle, marginal? Marginal. Pensez donc à ce mot. À quoi vous fait-il penser? Quand vous prenez une feuille de papier comme celle qui est là devant vous, eh bien, on vous parle souvent d'une marge sur votre feuille de papier. La marge, c'est donc ce qui se trouve sur le côté. Si vous prenez votre feuille de papier, c'est bien cet espace qui est là qu'on va appeler la marge de la feuille. Qu'est-ce donc un poète marginal? Eh bien, c'est un poète qui serait, si je garde ma métaphore de la feuille de papier, si la société se trouve dans la zone importante, dans la zone capitale de notre feuille de papier, eh bien, notre artiste se trouverait dans cette marge. Il n'est pas totalement exclu de la société, mais il est dans une sorte de monde parallèle.
Et nous verrons dans tout ce poème, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, que la société et l'artiste se croisent, se côtoient, mais ne se comprennent pas, car ils n'ont pas les mêmes valeurs, car ils n'ont pas les mêmes mots, car ils n'ont pas les mêmes codes. C'est pourquoi nous verrons donc dans le premier temps l'artiste marginal et dans un deuxième temps le villageois. On va qualifier ici de renfermé. Le villageois qui refuse d'entrer en contact avec cet artiste, avec ce saltimbanque, parce qu'il s'en méfie pour différentes raisons, que nous aurons peut-être l'occasion de voir dans le texte. Alors, pour un travail efficace, ce que je vous propose avec votre texte, eh bien, c'est de directement travailler sur les mots du texte. Vous voudrez bien, s'il vous plaît, utiliser deux couleurs, l'une pour souligner tous les mots en rapport avec le premier aspect, ce qui concerne l'artiste, et d'autres pour le marginal. Ainsi, vous vous y retrouverez très bien dans vos notes. Alors, commençons par prendre le vocabulaire du texte. Je reprends ligne par ligne, vers par vers, et je commente chacun de ces mots, donc, en rapport avec l'artiste. Le premier mot qui concerne l'artiste, c'est donc le mot saltimbanque. Alors, quand on entend ce mot saltimbanque, c'est un mot qui a des connotations. C'est un mot qui nous donne déjà une certaine idée, je crois, de l'artiste. Saltimbanque. Est-ce que ces sonorités vous semblent valorisantes? Est-ce qu'elles vous semblent positives? Un saltimbanque? Dans saltimbanque, eh bien, moi j'entends déjà quelque chose d'inquiétant. Ici, sale. La sonorité sale. Le premier mot qu'on entend, c'est sale. Pas très joli. Ensuite, des sonorités assez dures, avec le son be, avec le son que qui est derrière. Saltimbanque, on croirait presque une injure quand on réfléchit un petit peu sur ce mot. Nous dirons que ce mot a des connotations. Vous voyez, ça fait 2 fois que j'emploie ce mot-là, il serait bien que vous le reteniez. Une connotation, c'est le fait que ça me fait penser à quelque chose. Si je désigne l'artiste en tant que saltimbanque, eh bien, il y aura des connotations négatives. Par rapport à notre artiste de ci. Si maintenant je prends le deuxième mot qu'on retrouve dès le premier vers, dans la plaine, les baladins. Je remets le mot au tableau. Nous avons dit tout à l'heure que balade, cela évoque, mademoiselle, balade, cela évoque la chanson. Cela évoque le voyage. Si cette fois-ci encore nous pensons aux connotations de ce mot, eh bien ce seront au contraire des connotations positives. Déjà par les sonorités, le mot baladin, beaucoup plus gai, beaucoup plus agréable à l'oreille, eh bien donnera une toute autre image de l'artiste. Faisons l'hypothèse suivante. Saltimbanque, c'est la manière dont les villageois désignent les artistes, eux qui les méprisent, alors que le mot baladin, c'est peut-être le mot que choisit le poète, que choisit Apollinaire lui-même pour les désigner, car lui semble les porter bien plus haut dans son estime. Voilà un premier aspect sur lequel je voulais attirer votre attention. Alors continuons toujours dans notre réflexion sur l'artiste marginal. Je crois qu'il y a un autre aspect auquel vous pouvez être sensible. Regardons un petit peu, regardez là dans le début de votre texte, le vocabulaire qui est employé.
quand il s'agit de désigner l'espace géographique lié au baladin. Dès le premier vers, vous trouverez le mot plaine. Une plaine. Je crois que là aussi il y a un symbole. Une plaine, c'est un espace ouvert. C'est un espace où il n'y a pas de mur comme ici. C'est un espace illimité. Donc, le saltimbanque, le baladin, s'inscrit dans un espace ouvert. Retenons bien ceci, parce que nous verrons tout à l'heure pour les villageois que ces villageois donc, que nous avons qualifiés d'enfermés, le villageois enfermé l'est également dans son esprit et dans son espace. Regardons maintenant les verbes qui sont employés pour désigner les actions que font les saltimbanques, ou plutôt les baladins. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Dans le deuxième verbe, le premier verbe, c'est s'éloigner. Ensuite, deuxième strophe, je trouve le verbe s'en aller. Ils s'en vont. Je trouve ensuite suivent. Je trouve enfin, oui, tout à la fin, l'expression sur leur passage. Des sous sur leur passage. Il y a là un thème commun qui est développé toujours pour notre artiste marginal. C'est celui, on vient de le dire, de l'espace ouvert, mais aussi le thème du mouvement. Nous avions déjà vu cela tout à l'heure avec le mot baladin, la balade, qui signifie le voyage, le déplacement. L'artiste serait donc désigné comme un être en mouvement au sein d'un espace ouvert. Voilà les premiers éléments qu'on peut tirer de ce texte. De là à en tirer un thème qui serait celui de la liberté. Le saltimbanque, le baladin, tous ces personnages passent. Ils traversent notre monde en le regardant à peine. Ils quêtent quelques sous, disent-ils. Les artistes ont souvent besoin d'argent. Ils en ont besoin pour leurs œuvres, ils en ont besoin pour vivre. Mais ils ne s'arrêtent pas. Ils passent. Ils sont dans cet espace immense et libre de la plaine. Voilà ce qui les caractérise certainement. Alors à ce stade, nous pouvons nous poser cette question, mais d'où vient cette liberté? Pourquoi cet esprit plus libre que celui du villageois? Je crois que c'est la fin du texte qui va nous donner des réponses. Regardons tout à la fin du texte, je relis la strophe. Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Alors tout d'abord, une première remarque. Ce sont bien les animaux qui quêtent. C'est-à-dire ce sont les animaux, le singe, l'ours, qui vont aller tendre la main pour recueillir l'argent des villageois. L'artiste, dans ce poème, a besoin d'argent, certes, mais ce n'est pas lui qui va aller le chercher. Il va envoyer pour cela des animaux, comme si une distance était nécessaire, comme si une médiation était nécessaire. Il ne s'abaisse pas à aller quémander l'argent directement. J'attire votre attention sur le choix de ces animaux. Pourquoi l'ours? Pourquoi le singe? Plutôt qu'un hippopotame, plutôt qu'un rat des champs, plutôt que n'importe quel animal, à votre avis, mademoiselle? Pourquoi ces animaux-là plutôt que d'autres? Je suis certain qu'il ne vous aura pas échappé que l'ours, eh bien, présente des aspects un peu humains dans son attitude, dans sa façon de se tenir. Il peut se tenir debout comme nous. C'est un plantigrade, il peut adopter la position verticale. Et quant au singe, bien évidemment, notre proche cousin, notre ancêtre, on est là aussi dans un animal qui nous est assez proche finalement.
ces animaux qui ont des aspects anthropomorphiques, c'est-à-dire qui auraient quelques aspects proches finalement de l'humanité, sont envoyés en intermédiaire entre l'artiste et le villageois. Comme une part d'humanité, peut-être qu'on envoie comme un pont que l'on jette. Voici donc pour ces animaux. Si je fais le bilan de ce qui a été dit là, eh bien, je crois qu'on peut parfaitement démontrer l'idée de marginalité que nous avions évoquée. Ils sont vraiment des êtres à part, et en même temps, ils côtoient les hommes. Si j'étais mathématicien, j'emploierais le verbe tangenter. En mathématiques, une tangente, c'est s'approcher très près de quelque chose, mais avec un seul point commun. Si par exemple, je représente, et l'image n'est pas innocente, le village sous la forme d'un cercle, eh bien la trajectoire des artistes va consister à tangenter. Avec ce village, il n'y aura qu'un point de contact. Il n'y entre pas. Il ne s'intègre jamais, d'après ce texte, véritablement dans la société. Il la frôle. Comme un satellite va s'approcher d'une planète sans jamais s'y écraser, pour garder sa liberté, ne pas se laisser aspirer par cette planète et continuer son chemin à travers l'univers. Ce point commun, il existe dans le texte. J'aimerais que nous cherchions ensemble. Regardons bien. Regardez donc au cœur même du texte, au beau milieu de ce texte. Quels sont les personnages qui forment l'unique point commun entre les saltimbanques et les villageois? Est-ce que vous les voyez, ces points communs? Il est au point d'équilibre du texte, comme par hasard. Si nous comptons les vers, 3 x 4, 12, je prends le milieu du texte, je prends le 6e vers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je tombe sur l'évocation des enfants. Alors, c'est l'occasion pour moi de faire un petit point de grammaire avec vous, puisque au vers 5, nous trouvons les enfants. Les enfants s'en vont devant. Les autres suivent en rêvant. Nous nous posons la question, mais à qui sont ces enfants? À votre avis, s'agit-il des enfants des artistes ou s'agit-il des enfants d'un villageois? Voilà une vraie question, parce que le poème ne le précise pas. Et les enfants, s'il avait écrit leurs enfants, nous aurions un possessif qui désignerait le fait que ces enfants sont les enfants des artistes. Mais le pronom très vague, les enfants, nous laisse dans l'expectative. Comme nous avons vu que les artistes ne font que passer, les enfants des villageois peuvent-ils s'en aller? Sont-ils libres de quitter leurs parents? Je ne crois pas. Les seuls qui s'en vont, ce sont bien sûr les enfants des artistes. Donc, si je reprends le 5e vers, les enfants s'en vont devant. J'espère que vous êtes sensibles ici au niveau de l'oreille sur les sonorités de ce texte. Les enfants s'en vont devant. Les enfants s'en vont devant. Vous entendez les consonnes en F et en V. Continuons. Les autres suivent en rêvant. Suivent en rêvant. À nouveau, des sons se et des sons ve. S'agit-il des mêmes enfants dans le vers 6? Regardez. Au début du vers, nous trouvons cette manière très étrange de les désigner. Les autres, ce sont d'autres enfants. Les autres suivent en rêvant. Ah. S'il s'agit d'autres enfants, ce sont donc cette fois les enfants des villageois.
Et là, nous trouvons un verbe capital pour le surréalisme. Je vous rappelle que nous en avons parlé tout à l'heure. L'un des aspects essentiels du surréalisme, c'est justement le rêve. L'idéal pour un artiste surréaliste, c'est de créer avec la même liberté que votre inconscient quand il rêve. Eh bien, nos enfants de villageois, que nous verrons tout à l'heure enfermés dans leur village, eux seuls sont ce point de contact, eux qui sont enfermés dans leur village. Ils sont l'unique point de contact avec nos artistes de passage, que sont les saltimbanques. Qu'ont-ils de commun, les enfants des artistes et les enfants du villageois? Eh bien, leur point commun, c'est ce rêve. Seulement voilà, il y a une grande différence. C'est que les enfants des artistes, les enfants des saltimbanques, le vivent ce rêve. Ils partent. Ils ont cette liberté. Liberté de mouvement. Ils sont, eux, dans un espace ouvert. Alors que pour les enfants des villageois, ça ne restera qu'un rêve. Ça n'entrera pas dans leur vie. Ils n'ont absolument pas la possibilité de suivre les enfants libres que sont les enfants de saltimbanque. Nous sommes là à la fin de notre première partie où nous avons vu l'artiste marginal. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. Nous allons étudier tout ce qui concerne les villageois et nous avons déjà commencé un peu à le faire à travers l'image de l'enfant, seul point de contact entre ces deux mondes. Et nous allons voir justement tout ce qui concerne maintenant le villageois ou les villageois, si vous voulez, renfermés dans leur monde, renfermés dans un univers qui n'entre pas en contact avec celui des artistes. Reprenons le texte depuis le début, si vous voulez, et regardons un petit peu tout ce qui peut nous renseigner sur l'univers des villages. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions commencé par l'évocation d'un univers ouvert et libre. C'est l'univers de la plaine. Eh bien, si vous observez le vers suivant, dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Le premier élément géographique que nous trouvons, et qui concerne les villageois, eh bien, il s'agira ici du jardin. Quelle différence faites-vous entre un jardin et une plaine? La taille, d'abord, me direz-vous. Une plaine est beaucoup plus vaste qu'un jardin, certes. Mais une plaine, c'est avant tout un espace ouvert, alors que le jardin, c'est un espace clos, bien souvent entouré de murs, parfois entouré de grillages, jalousement gardés pour que les voisins ne puissent pas venir voler les légumes. Donc, pour ce qui concerne le villageois, et je vais maintenant donc effacer une série d'éléments concernés l'artiste. Tout à l'heure, nous avions un espace ouvert. Eh bien, pour les villageois, nous dirons que le jardin va s'opposer à la plaine. Vous pourrez appeler ça un symbole. La plaine symbolise la liberté sans limite de l'artiste, alors que le jardin symbolise l'univers étriqué, petit, fermé du villageois. Continuons. Au long des jardins. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'expression au long de. Alors, au long de, ça reprend
L'artiste ne va pas entrer dans l'espace clos du jardin. Il passe au long. Il n'y entre pas. Nous sommes loin là du stéréotype des artistes itinérants, des gitans et de toutes ces personnes-là, qu'on va suspecter bien souvent dans la pensée populaire d'entrer dans le jardin pour voler des légumes ou pour voler des poules. Ici, pas du tout. Apollinaire n'évoque pas du tout cela. Il passe au long. Il n'y a donc pas du tout d'allusion à un chapardage quelconque. Continuons. Troisième vers. Devant lui, des auberges grises. La porte, vous vous rappelez? Lui, la porte. Eh bien, l'artiste va rester devant lui. Il n'aura donc pas l'occasion d'entrer dans l'auberge. Je reprends cet autre mot. Une auberge. Normalement, vous êtes d'accord avec moi, ce mot désigne un lieu d'accueil. On va dans une auberge pour manger, voire pour dormir. C'est donc un lieu public, la porte devait être ouverte. Très curieusement ici, vers 3, devant lui des auberges grises. C'est-à-dire que nos artistes, nos saltimbanques, quand ils s'approchent d'un village, ils trouvent porte fermée. Là où ils devraient être accueillis généreusement, personne n'a dit qu'ils ne veulent pas payer le repas. Eh bien, ils restent devant la porte. Continuons les couleurs. Devant lui, des auberges grises. Il y a là une connotation négative. Cette auberge restera triste. Elle ne sera absolument pas accueillante pour l'artiste, pour le saltimbanque qui cherchait à se restaurer. Je ne sais pas ce que vous pensez du vers 4, mais je le trouve particulièrement énigmatique. Devant lui, des auberges grises par les villages sans église. Si vous vous promenez en France, je vous mets au défi de trouver un village où il n'y aurait pas une église. Il y en a partout. Alors comment Apollinaire peut-il être aveugle à ce point? Pourquoi écrit-il? Pourquoi a-t-il vu les auberges? Et pourquoi ne voit-il pas les églises? C'est tout de même étrange. Je crois que la réponse, il faut la chercher chez nos baladins. Et je crois que l'église est à mettre du même côté que le jardin et que l'auberge. Dans ces trois cas, il s'agit de lieux clos. Il s'agit de lieux où on ne fait entrer que des initiés, où on ne fait entrer que des gens avec lesquels on a envie de partager quelque chose. La clé est là pour moi. Si les villages sont sans église, ce n'est pas une réalité bien sûr. Ils sont sans église pour les saltimbanques, pour les baladins, car ce n'est pas cela qui les intéresse. Et on a ici donc le thème de la religion qui arrive avec l'Église. Je crois tout simplement que ça ne les intéresse pas. Ils cherchent à exercer leur art, et on a là une opposition très classique entre la religion, qui est le fait du villageois, qui est un lieu identitaire, qui est un lieu où on partage les mêmes croyances, et puis le saltimbanque, qui lui ne croit pas, qui vit de son art, et qui passe devant ses églises sans s'y intéresser. C'est un autre monde avec lequel il ne communique pas. Bien, je poursuis, et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en vélo. Nous allons maintenant arriver à quelque chose d'assez étonnant. Regardez donc le troisième vers de la deuxième strophe. Chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe. Vous avez déjà vu des arbres fruitiers faire des signes, vous? Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Il faut croire ici qu'il s'agit d'un symbole poétique. Alors, l'arbre fruitier. Tout d'abord, ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qui sera cultivé dans le jardin du villageois. C'est un arbre qui sert à produire quelque chose. J'aimerais volontiers opposer, voyez-vous, l'arbre fruitier qui est ici, qui est donc détenu par le villageois, avec les objets que
détiennent au contraire les saltimbanques. Le jardin, l'arbre fruitier. Il semble que les villageois soient tournés vers tout ce qui est utile, vers tout ce dont il a besoin pour vivre. Sa vie se limite dans un monde clos à ses besoins. J'opposerai cela avec le cerceau doré, avec les poireaux ou carrés, les tambours. Tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert pas à vivre, à se nourrir, à se loger, à manger et à dormir. C'est pourquoi je voudrais qu'on ait une opposition au niveau d'objets symboliques. Pour les uns, il s'agira de choses utiles aux villageois. Pour l'artiste marginal, pour le saltimbanque, il s'agira de choses avant tout esthétiques. Pour moi, l'emblème de cela, c'est surtout des cerceaux dorés. On est là dans le joli, dans le beau, dans l'inutile. Mais pour lui, sans doute, ce qui participe de sa liberté que de faire de belles choses. Alors qu'ici, l'arbre fruitier va produire. Cet arbre fruitier, eh bien, quand on nous dit chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe, eh bien, il y a ici une figure de style tout à fait classique. Se résigner, que signifie ce verbe, se résigner? Ça signifie renoncer. Ça signifie abandonner le combat. Est-ce qu'un arbre peut faire ça? Est-ce qu'un arbre peut avoir des pensées? Je n'ai jamais été un arbre non plus, mais a priori non. Il y a donc ici une figure de style très employée en poésie qu'on appelle la personnification. La personnification, retenez bien ceci, c'est chaque fois que l'on va attribuer à un objet, à un végétal, bref, à quelque chose qui ne bouge pas, à chaque fois qu'on va lui attribuer des caractéristiques humaines. Si par exemple je donne un coup de pied dans cette table et que je dis que cette table souffre, eh bien je la personnifie, je lui prête des sentiments humains. Ici le poète va dire qu'un arbre se résigne, eh bien il est personnifié. Maintenant, un détail intéressant. Pourquoi avoir pris un arbre? Eh bien, je crois que c'est parce que nous sommes dans la métaphore de l'enracinement. Nos villageois sont enracinés dans leur village, enfermés dans les murs de leur jardin, enfermés derrière les murs de leurs auberges. Et tout comme cet arbre est dans son jardin condamné à produire des fruits jusqu'à sa mort, le villageois se trouve là, enraciné, et ne pourra pas bouger. Ou mieux pourra-t-il faire signe au revoir aux artistes qui passent, puisque eux sont dans la liberté. Mais lui, et je crois que l'arbre fruitier, c'est une métaphore du villageois, lui est condamné à rester là, pour toujours. D'ailleurs, regardez les derniers mots de la strophe. Quand, de très loin, ils lui font signe. Vous voyez comment la distance va grandir entre les villageois et nos artistes de passage. Il n'y a eu qu'un point de contact. On les a vus arriver. Ils sont passés le long des jardins. Les voilà déjà qui s'éloignent. Ce sont deux univers condamnés à s'ignorer, parfois à se croiser, dans un moment fugace, éphémère, et il faut la naïveté des enfants, la fraîcheur des enfants, pour que ce contact puisse tout de même avoir. Dans la dernière strophe, il y a ici une ambiguïté, je vous la redis. Ils ont des poireaux carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours
l'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Il y a ici un jeu de mots assez amusant. Dans les deux derniers vers, vous avez sage et passage. Alors, pour mieux vous expliciter le jeu de mots, sage, passage, mais je crois que le jeu de mots opère si on coupe ce mot-là en deux, sage ou passage, avec la négation, pas, n'être passage. Qui est sage? Les animaux. Qui n'est pas sage? Les villageois. Je crois là qu'il y a ici une forme de moquerie. Il y a plus de sagesse dans l'animal qui n'a pas renoncé à sa liberté, qui t'a mendié même pour vivre, mais qui va pouvoir continuer et partir avec les saltimbanques. Ces animaux, le loup, le chien, l'ours, pardon, et le singe, là, qui suivent les saltimbanques, eux qui sont pourtant des animaux domestiqués, eux auront la liberté. Ils vont partir avec l'artiste, alors que le villageois, lui, restera là, enfermé dans son confort, enfermé dans son village. Peut-être qu'Apollinaire vous dit que quand on est artiste, on n'est pas sage. On ne fait pas comme tout le monde. On n'est pas dans la norme. Je reprends le mot de marginalité qui doit être au tableau quelque part. Oui, c'est pour ça que l'artiste est marginal, car il n'est pas sage. Et aussi parce qu'il est toujours de passage. Il ne fait que passer dans notre monde. On l'oubliera, il restera ses œuvres, il restera ses pensées qui donneront à rêver pour ces villageois enfermés dans leurs murs jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, nous arrivons au terme presque du commentaire de ce texte. D'ailleurs, je crois que ça ne va pas tarder à sonner. Faisons un bilan. Ce poème a l'air tout à fait innocent. Ce poème, si vous l'observez bien, il est très enfantin finalement. Si je le raconte, c'est très simple. Des villageois voient passer des saltimbanques, ils se cachent, ils ne leur ouvrent pas la porte. Seuls les enfants sortent un moment, les regardent passer, rêvent de voir d'autres enfants libres et finalement leur font signe au revoir et retournent dans leur village. C'est une longue métaphore. Peut-être s'agit-il de la vision d'Apollinaire lui-même. Lui qui a eu des visions aussi fulgurantes sur notre monde, qui a un regard si différent. Voilà comment, en un court poème d'apparence naïve, qui me ferait penser, voyez-vous, aux peintures du douanier Rousseau, dans leur trait naïf et dans leur trait simple, nous résume la condition humaine et nous résume les choix que peut faire un homme. La sécurité du village, le confort, ou au contraire, être à jamais de passage, être à jamais passage. C'est le choix que fait l'artiste. Je terminerai en évoquant pour vous un autre texte, Jean de La Fontaine, Le loup et le chien. Rappelez-vous ce texte. Dans ce texte, un loup voit un chien qui est gras, qui est en bonne santé, qui a le poil luisant et lui dit « Que dois-je faire pour être comme toi en bonne santé ?» Le chien lui dit « Oh rien, pas grand-chose. Accepter quelques caresses de mon maître, le suivre, et ainsi il me donnera les restes de son repas. » Le loup déjà veut se transformer en chien, et puis soudain il remarque un détail. Il voit que le chien porte des marques au cou. « Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que tu as là à ton cou ?» lui dit-il. « Rien, rien, dit le chien. »« Non, qu'est-ce que c'est? » Les marques d'un collier. À ce moment-là, le loup, en voyant le collier, comprend que pour bien manger, pour avoir un jardin, pour avoir une maison, pour entrer dans l'auberge, il faut sacrifier sa liberté. Et là, le loup court, il se sauve, et il court encore, croyez-moi. Je crois que le loup, je crois que le saltimbanque sont autant d'images de l'artiste. Je vous remercie, c'est tout pour